Aujourd'hui, je vais vous parler de piraterie. Aujourd'hui, on va voir un peu qui est Marcus Rediker et qui étaient les pirates. Marcus Rediker, c'est un historien, c'est un spécialiste de l'Atlantique. Et il a écrit ce livre, Pirates de tous les pays, édition Libertalia. Je crois que c'est l'édition Ceux d'en bas, qui est une collection d'histoires dont je vous reparlerai parce qu'elle me plaît beaucoup. Et l'édition que j'ai, c'est l'édition de poche à seulement 10 euros. Il est tout petit. Pratique pour le métro. Le livre, déjà, il est joli. Il a une illustration en couverture. Il en a d'autres à l'intérieur. De belles gravures en noir et blanc, comme celle-ci. Je ne vais pas toutes vous les montrer. Pourquoi c'est un livre qu'il faut absolument lire? C'est celui que j'ai le plus offert dans l'année. Je l'ai offert à tout le monde. Et si je ne vous l'ai pas offert, vous pouvez vous l'offrir. Pirates de tous les pays, ça raconte 200-300 ans de piraterie à partir d'archives consultées, rassemblées par Rediker, et en replaçant la piraterie dans un contexte très particulier qui est celui de l'essor du capitalisme dans les temps modernes. Les temps modernes, c'est ce qui va grosso modo du 16, 18e, début 19e siècle. Ce que ne dit pas du tout Marcus Rediker dans son livre, c'est que cette période est aussi à peu près celle de la chasse aux sorcières. Là, je vous renvoie à Silvia Federici. Il y a des controverses sur ce livre, il faut quand même absolument le lire, Caliban et la sorcière. Avec Marcus Rediker, on est toujours dans l'Atlantique. C'est un type qui a écrit à bord du négrier. Et ça aussi, c'est sorti en poche. Bon, vous voulez savoir comment ça se passe sur un bateau négrier, il faut le lire. C'est une lecture qui est difficile, mais qui est hyper importante. Il a écrit, il a raconté la révolte de l'Amistad. Ça, je ne l'ai pas encore lu, bientôt. Il a écrit un livre que je trouve capital, et peut-être que je vous en parlerai aussi, qui est L'Hydre aux mille têtes. Et grosso modo, L'Hydre aux mille têtes, c'est l'histoire de toutes les dissidences autour de l'Atlantique, des deux côtés de l'Atlantique, sur 2-3 siècles, etc., etc. Ça fait partie vraiment là de ces gros livres les plus connus. Le dernier, les Hors-la-loi de l'Atlantique, est sorti en France il y a quelques mois. Marcus Rediker a quand même fait une petite tournée européenne. Il a eu des recensions dans le monde. C'est quelqu'un de sérieux, d'établi. C'est un prof d'université hyper important aux États-Unis et un petit peu en France par le jeu des traductions. Alors Rediker, c'est quelqu'un qui appartient à un courant qui s'appelle l'histoire d'en bas. C'est-à-dire les histoires populaires. Les histoires des gens et du peuple. L'autre équivalent, très très connu aux États-Unis, aussi un peu en France, il avait été reçu par Daniel Mermet, c'est Howard Zinn. Et son histoire populaire des États-Unis. Vous en avez d'autres en France, vous en avez en Angleterre, vous avez une histoire des rêves française qui est hyper importante en ce moment, mais que je n'ai pas du tout encore lue. Bon. L'idée, c'est de changer le regard, dans très grandes lignes, hein, de ne plus rester sur les individus, de ne plus rester sur l'histoire politique, l'histoire d'en haut finalement, mais de commencer à se demander comment on vivait en vrai. Donc ça, c'est une école. Et ces choses-là sont hyper bien expliquées par la préface qu'il y a dans ce livre, mais aussi par l'entretien avec Marcus Rediker qui revient sur son ouvrage et sur son type de travaux. Ça, c'est à la fin du livre. C'est un entretien qui avait été donné ailleurs, mais qui est réédité, republié dedans, et c'est hyper intéressant. Après, on n'est pas obligé de lire la préface, l'entretien à la fin, on comprend quand même assez bien. Rediker, c'est donc un type qui s'occupe de la mer. C'est hyper intéressant. D'un point de vue historique, c'est un truc qui apparaît pas mal déjà avec l'idée de l'histoire économique, d'une histoire de masse, avec l'école des Annales, avec ce tableau de la Méditerranée. C'est quelque chose qu'on trouvait déjà chez Renan, mais à titre d'hypothèse. Il faudrait faire l'histoire de la Méditerranée, et Renan est en fait plutôt un historien des idées. C'est autre chose. Là, l'histoire de l'Atlantique, c'est quand même pas rien. L'histoire de l'Atlantique entre le 16 et le 18e siècle, parce que vous avez les pirates, vous avez des guerres, vous avez la traite négrière, et en fait, tout un mouvement, et c'est ce qui montre dans l'Hydre aux mille têtes,
tout un mouvement de dissidence, de résistance à ce mouvement qu'on appelle la naissance du capitalisme, et qui va se répondre de part et d'autre de l'Atlantique. C'est un livre qui est un peu moins bien écrit, en tout cas un peu plus dur à lire, je trouve, que Pirates de tous les pays. Je vous ai pas donné le nom de la personne qui a traduit. C'est quelqu'un qui s'appelle Fred Alpi. Et c'est important parce que je pense que ça doit être aussi une des raisons d'un livre hyper agréable et quand même facile, je trouve, à lire. Alors on est chez Libertalia. Libertalia, ça n'est pas n'importe quelle maison d'édition. Son nom peut vous le dire. Hop, on le voit ici, Libertalia. Libertalia, c'est une maison d'édition anarchiste qui réédite ou qui édite pas mal de livres assez importants avec des budgets, vous voyez, 10 € pour un livre universitaire, c'est pas cher, donc des livres assez accessibles et quand même très axés doctrine politique, culture populaire. Vous avez pas mal de choses sur la commune. Je vous parlerai bientôt d'un livre, d'un journal de 68. Pirates de tous les pays, donc c'est la piraterie. C'est quoi être un pirate? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi entre le 16 et le 18e siècle essentiellement? J'ai lu le livre il y a plusieurs mois, donc j'aurai peut-être des imprécisions. Ça reste un souvenir d'une lecture qui a été pour moi quand même hyper importante. Alors les pirates, c'est pas les corsaires. Grosso modo, les corsaires, c'est des pirates mais fonctionnaires. C'est des bandits qui vont être un peu comme des mercenaires aquatiques, embauchés par les grandes couronnes de l'Europe pour attaquer les bateaux ennemis, et piller, etc. Les pirates, c'est vachement plus intéressant parce qu'ils sont apatrides. Grosso modo, un pirate, c'est quelqu'un qui va piller, qui va tuer, qui va se révolter, qui va dire des gros mots, qui va boire du rhum, tout ça c'est assez vrai, sauf qu'il le fera pour son compte. Et quand je dis pour son compte, en fait, c'est pour son compte, mais c'est en même temps pour le compte de la piraterie, avec une idée d'une certaine liberté, et surtout une pensée du collectif. Et en fait, la piraterie, c'est pas non plus un mouvement politique, on n'est pas dans quelque chose qui serait un parti, on est dans quelque chose qui pourrait se rapprocher des jacqueries, des émeutes qu'on a au Moyen-Âge, qui ont notamment été étudiées par Jacques Ellul, par Marx, par beaucoup de gens, enfin c'est quand même des choses qui ont été très importantes. C'est quelque chose qui est proto-révolutionnaire, mais qui est encore à l'état d'esquisse. Ça amène pas une révolution, ça amène pas un changement d'état durable, mais la piraterie, c'est la rébellion. Alors, de mémoire, comment on devient pirate? Dans un cas sur 5, en fait, ou 2 cas sur 5, je sais plus les proportions exactes, les pirates, c'est des gens qui se mutinent, parce qu'ils sont particulièrement maltraités sur les bateaux. Ce sont des marins, au départ, qui sont embauchés, et pour X ou Y raison, une rébellion va se produire. À ce moment-là, on peut ou non tuer le capitaine, en tout cas, on ne reconnaît plus du tout son autorité, et c'est un mouvement donc collectif, souvent avec un leadership d'une personnalité ou d'une autre. L'équipage va soit neutraliser, soit passer le capitaine par-dessus bord et prendre possession du navire. Donc c'est un mouvement d'autonomie, de récupération de ce que Rediker appelle un mode de production, parce que la richesse du bateau, enfin le bateau engendre une richesse qui est celle du déplacement d'un point à un autre. Il le compare en fait à une usine. Pour Rediker, bon, qui est plutôt un historien de gauche, plutôt franchement, la piraterie, c'est une rébellion à ce qu'est le capitalisme. Et vous trouverez des analyses à peu près équivalentes sur la traite négrière, et notamment les révoltes qu'il y a pu avoir sous les négriers. Et c'est hyper intéressant. Alors les marins se révoltent, ils se font pirates, ils hissent leur drapeau. J'ai oublié le nom du drapeau, le jelly, j'ai oublié. Pardon. Donc le drapeau noir, avec différentes versions, il explique tout cela bien en détail, et ils vont attaquer d'autres bateaux, parce que le but c'est quand même de vivre, et donc le bateau est utilisé pour en attaquer d'autres et récupérer la marchandise. Qu'est-ce qui se passe quand un bateau pirate approche? En général, tout le monde sur le bateau non pirate a peur, et le plus souvent, en fait, il n'y a même pas de bataille, mais
directement une reddition, les pirates abordent, ils pillent le bateau, mais ils demandent aux marins s'ils sont bien ou pas bien ou maltraités par leur capitaine, qui peut ainsi être puni ou non, et ils proposent aux marins qui le veulent de les rejoindre. Et c'est comme ça qu'en fait qu'il y a le plus d'effectifs de pirates, et dans ces effectifs, une large part d'esclaves, quand il s'agit de négriers, notamment. Donc, les pirates, c'est des gens qui vont vivre sur l'eau, en attaquant les autres, qui favorisent comme ça un qui arrivent à recruter, et qui se construisent alors complètement en autarcie, et en fait en opposition plutôt au système qui est établi, au système qui est celui des bateaux, qui est celui des ports, qui est en fait celui du salariat et de la misère. Alors comment ça se passe quand on est un pirate? Qu'est-ce que nous explique Rediker dans ce livre? Alors évidemment, sur 200 ans, 200-300 ans de piraterie, de celle qu'il étudie, de piraterie de l'Atlantique, sur d'immenses zones, des pirates, il y en a eu beaucoup, mais ils ont pu être très différents. Les choses ont pu évoluer, ont pu plus ou moins bien se passer selon les périodes par rapport aux marchandises qui étaient aussi transportées sur les bateaux à ces différentes périodes. Bon, donc tout ça, il y a vraiment une histoire qui est reconstituée. Et ce à quoi s'attache Rediker, c'est en fait à nous montrer comment vivaient les pirates, qui ils étaient, d'où ils viennent. Et ça, c'est vraiment intéressant, parce que c'est vraiment un très bon exemple de ce qu'est l'histoire d'en bas, et de pourquoi je la trouve aussi passionnante littérairement à lire. C'est-à-dire qu'il va retracer, autant qu'il le peut, parce que s'agissant de gens d'origine le plus souvent très populaire, et en plus de hors-la-loi, les archives peuvent être compliquées à trouver, enfin en tout cas les trajectoires sociales, elles existent quand même cependant, elles permettent d'avoir des idées. Rediker s'attache à voir quelles sont les origines sociales, les pays en fait d'appartenance au départ de ces pirates, comment ils se sont retrouvés marins, pas forcément toujours volontairement, rarement dans de bonnes conditions, quel a été ensuite leur parcours dans la piraterie et comment ils ont fini, le plus souvent ils sont pendus. Grosso modo, la vie en tant que pirate, une fois que vous devenez pirate, vous avez à peu près 5 ans d'espérance de vie maximum. Et donc comment ce choix d'aller vers la piraterie peut être fait, en sachant qu'il y a très peu de retour à une vie normale, institutionnelle ensuite, pourquoi il est fait, et quel est le mode de vie que cela amène. Bon, c'est un mode de vie qui est évidemment haut en couleur, les gros mots ne sont pas une légende, les chansons non plus, le rhum non plus, quitte à vivre peu, autant vivre vite et vivre bien, et autant s'amuser finalement. Et les pirates, en fait, développent une culture qui est à la fois, qui est d'abord politique, qui passe par des codes d'honneur très importants, et qui se retrouve également dans une culture d'opposition, d'œuvres culturelles, notamment de chansons et d'un théâtre pirate, en opposition à ce qui est la haute culture. Et ça, c'est vraiment un monde nouveau pour moi. Enfin, je dois vous avouer, j'ai jamais été une grande piratesse dans ma vie, hein, c'est quelque chose que je découvre. C'est quelque chose qui est passionnant parce que c'est une histoire... Enfin, il se pose la question de comment des gens ont choisi de vivre et pourquoi on choisit de s'écarter d'un certain chemin. Et ça, c'est vraiment une question existentielle qu'on peut juste retracer à travers des archives. Se pose la question de comment s'organiser ces pirates. Et ça, là j'ai vraiment été très très étonnée et très heureuse de voir que cette organisation, elle était quand même assez élaborée. J'ai par exemple appris que les pirates avaient quand même des équivalents de caisses de sécurité sociale. Ils gardaient une part de leur butin de côté pour les survivants, les blessés. Ça, ce sont des choses qui sont quand même assez... modernes. Là, je suis anachronique en disant cela, mais qui sont extrêmement surprenantes. Ils s'écrivaient leurs propres chartes, ils élisaient leur capitaine, la démocratie était directe. Elle était souvent précaire, si le capitaine ne plaisait plus, on en changeait.
Et il fallait, tout passer par un souci permanent de la décision collective, qui s'oppose frontalement à ce qu'était la vie autoritaire, extrêmement précaire et misérable sur un navire à cette époque. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est une histoire d'auto-organisation. Bon, vous comprenez pourquoi ce livre sur la piraterie est édité par Libertalia. C'est aussi une esquisse de ce qui deviendra, là, ou plutôt les théories anarchistes tout au long du XIXe siècle, le socialisme utopique, etc. En beaucoup moins organisé que Saint-Simon, un Fourier, etc. Les choses sont beaucoup plus mouvantes. Et c'est aussi ça qui est intéressant. Et tout cela passe aussi par une culture commune qui fait ce lien et qui fait ce collectif. Et ça, c'est une chose qui m'intéresse toujours, qui m'intéresse chez les pirates, qui m'intéresse au niveau de la culture des classes populaires, notamment dans des siècles passés. C'est un truc qui m'intéresse pour tout ce qui va être de l'ordre des dissidences, comment on construit aussi une dissidence en construisant une culture commune. Si vous voulez, pour prendre l'exemple de 68, comment les affiches ou l'art graphique de 68 appuie la barricade et construit un sentiment d'appartenance. Ça, ce sont des choses. Et comment la barricade elle-même construit ce sentiment d'appartenance. Bon, les pirates, ça fonctionne du feu de Dieu. Et c'est un livre qui, en plus, est hyper bien écrit. Et certainement bien traduit. Alors ça, c'est très certainement lié au projet politique et épistémologique de Rediker. C'est un historien d'en bas, c'est un historien qui s'attache à fouiller les archives des classes populaires, à chercher de nouvelles archives, pas forcément exploitées, à donner une autre vision de l'histoire comme collective, comme populaire. Ça passe par un travail en archives hyper laborieux. Vous imaginez bien que si vous voulez faire l'histoire de l'Atlantique, il faut aller de tous les côtés de l'Atlantique. Voilà. Il n'y a pas un centre de l'Atlantique où tout est rassemblé. Et ça c'est quelque chose qui décrit quand même, qui mentionne, les sources sont données, etc. C'est extrêmement scientifique. Ça veut dire qu'il faut aller dans les archives des tribunaux, dans les archives des ports, qu'il faut comprendre comment est construit un bateau à l'époque, comment se manœuvre un bateau, qui fait quoi sur un bateau, pour comprendre un pirate, il faut comprendre ce qu'est un marin, et quelle est la vie normale d'un marin. Tout ça est expliqué évidemment. Mais là, cela signifie qu'il ne faut pas du tout s'attacher uniquement à l'histoire politique je sais pas, Élisabeth Ier par exemple, mais aussi à l'histoire économique, à l'histoire sociale, à l'histoire de la législation. De voir également l'histoire des guerres, parce que l'enrôlement dans la marine passe aussi par le recrutement de soldats, l'histoire du capitalisme, l'histoire économique, puisqu'évidemment il s'agissait de marchandises, l'histoire de la traite négrière, vous voyez, l'histoire d'en bas, très souvent, amène l'exploitation de nouvelles ressources, de nouvelles archives auxquelles on ne pensait pas. Elle amène également, c'est peut-être un peu bateau de le dire comme ça, et on parle de pirates, mais elle amène également un nouveau regard sur des archives qui existaient déjà. Parce que quand vous partez de l'histoire d'en bas, vous décidez de faire l'histoire de ceux dont on n'a pas fait l'histoire, de ceux qui sont les vaincus de l'histoire, comme le disait Benjamin à la suite de Fussel de Coulanges et de bien d'autres historiens depuis l'Antiquité. C'est-à-dire que ce sont toujours les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Donc comment vous faites l'histoire des vaincus ? Bon, ben voilà, il s'agit de chercher ce qui n'a pas été écrit pour faire histoire. Et cette histoire, c'est vous qui la faites. Alors vous avez, par exemple, des confessions de pirates qui ont été recueillis avant leur exécution, les actes des procès, mais ces actes n'existent pas toujours. Par exemple, les anciens esclaves, enfin personnes réduites en esclavage, qui se sont affranchis en devenant pirates, n'ont pas forcément eu de procès et n'ont pas été exécutées. Elles ont été ramenées à nouveau à leur statut d'esclaves. Et donc il n'y a pas de traces pour elles. On peut juste estimer. Donc c'est toujours une histoire qui est parfois plus imprécise, mais qui, d'un point de vue historiographique, de la façon dont on construit et fabrique l'histoire, est toujours passionnant, parce que elle est toujours réflexive. L'histoire d'en bas. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, je crois, riche et intéressant. C'est en plus une histoire donc, qui exploite de nouveaux documents, mais c'est une histoire, quand on lit ça, souvent des historiens comme Marcus Rediker et comme d'autres historiens du même mouvement
ce sont souvent des gens qui veulent être compris, parce que vous ne pouvez pas écrire une histoire populaire, une histoire du peuple, sans vous adresser aussi à lui, finalement. Un peu comme Bell Hooks qui expliquait qu'il fallait bien que sa mère puisse comprendre ses livres. Et ça, c'est aussi un objectif qui est politique et qui va avec, bon, clairement une politique, mais cette politique, elle est toujours là, c'est juste qu'elle est visible ou pas, hein, mais qui va être la politique, l'idéologie de l'histoire d'en bas. Ça vous fait quand même des livres qui sont le plus souvent moins ardus que certains livres d'histoire universitaires plus académiques. Ils ne sont pas tous ardus, hein, mais il y a souvent un soin particulier qui est donné à l'écriture, et ça appartient pleinement au projet de l'histoire d'en bas. Il s'agit aussi donc de s'appuyer autant que possible sur les sources des principaux concernés eux-mêmes, et parfois des principales concernées elles-mêmes. Et là, ça veut dire que Rediker va, autant qu'il le peut, citer ces textes, ces discours qui ont été transcrits éventuellement des pirates eux-mêmes, et parfois de quelques piratesses. Ça, c'est absolument génial. Parce que là, vous avez cette idée de faire entendre la voix de quelqu'un d'autre. Et c'est ce qu'il fait également quand il essaie de retracer, autant que possible, et c'est très difficile, mais les parcours de quelques-uns de ces pirates, dont il a eu quelques traces, dont il a été chercher les actes de naissance, ou de baptême, ou les minutes des procès, ce genre de choses, autant que possible. L'idée là, c'est de donner la filiation, une vie. Enfin, de voir une vie qui s'est déroulée. Et cette vie qui se déroule, en tant que lectrice, et en tant que lectrice littéraire, je ne suis pas historienne, hein, c'est une vie qui est particulièrement touchante parce que elle est vraie, elle contient une part de fiction, en tout cas, dans la mise en récit qu'en propose Rediker, il y a quelque chose qui va être un peu romanesque, ou en tout cas un peu romancé. Donc c'est intéressant à lire. Et Rediker met cela en avant, sans pour autant faire un roman historique, du tout. On n'est pas du tout dans un roman, les chapitres sont thématiques, historiques, mais on a comme ça des moments de récit au milieu. Et ça attrape vraiment le ventre. Hein. On va avoir donc des récits des pirates et des récits qui racontent les pirates. C'est aussi quelqu'un qui, avant de balancer 3 pages de statistiques, va les introduire. C'est vraiment un truc qui m'a marqué chez lui en tant que procédé d'écriture. Il va introduire ça, ces statistiques, des choses un peu ardues, mais qui font l'histoire. Hein. L'histoire, c'est aussi une discipline qui a ces moments un peu âpres. Ça passe aussi par ça. Qui va finalement les animer, les mettre en scène, parce qu'il va entamer par la ville ou l'exemple, un morceau de vie d'un pirate, un bout d'archive qu'il a trouvé, pour lui permettre d'introduire ces statistiques. Et ça fait qu'on ne le sent pas passer. Et ça, c'est hyper subtil comme écriture. En tant qu'universitaire, ça me touche beaucoup parce que c'est très dur à faire. Je me suis rendu compte que les effets d'anachronie, comme dit Jeunesse, c'est-à-dire de commencer, alors là, c'est pour mon Renan, mais de commencer un passage et de revenir en arrière pour expliquer comment on en est venu là, c'était souvent beaucoup plus vivant. Bon. Et je tâtonne, voilà. Mais ça marche, et Rediker est aussi un beau modèle d'écriture là-dessus, parce que son style est toujours limpide, on a toutes les sources, on a l'impression d'être quasi derrière lui, derrière son épaule, alors qu'en fait ça devait être quand même assez ennuyeux hein, par moment de fouiller comme ça dans les archives. En tout cas, quand on fouille dans les archives, il y a peu de moments qui sont de purs moments de grâce. Il y en a, hein, mais faut tomber sur faut beaucoup lire pour voir ces moments-là. Et là, on voit la vie des pirates, et c'est formidable. Alors, Rediker est quelqu'un qui a étendu le domaine de l'archive récemment en organisant une université sur un bateau, comme au XVIIIe siècle, pour voir lui-même, en le vivant, comment cela se manipulait, cet engin-là, comment cela se passait, avec toute une petite équipe d'universitaires, d'étudiants, d'étudiantes, etc. Je trouve ça extraordinaire. Alors rapidement,
Il y a plusieurs chapitres, évidemment, dans ce livre, donc une préface, un avant-propos, donc qui étaient les pirates, comment cela fonctionnait sur le bateau pirate, donc ce qu'il appelle le nouveau gouvernement du navire, quelle était la justice. Il y a, et je tiens à le souligner, tout un chapitre consacré aux femmes pirates. Moi j'aimerais dire piratesses, mais il dit les femmes pirates. Il parlera d'Annie Bonny et Maui Weed. Là, on peut nettement étendre, mais en tout cas il en parle quand même. Donc cette culture pirate, etc. Alors les titres sont un peu énigmatiques, hein. Les extirpés du monde, un défi envers la mort elle-même, conclusion, le sang et l'or. Tout cela montre une seule chose, Marcus Rediker est un vrai historien, Marcus Rediker est quelqu'un qui sait écrire, et donc il faut le lire. Moi en tout cas je n'ai plus qu'une envie, devenir moi-même une femme piratesse et poursuivre chez Libertalia. J'espère que ça vous aura plu, à bientôt.